Rappelons que dans les scandales sanitaires, environnementaux et financiers qui ont éclaté au cours des dernières décennies, celles-ci seraient restées inconnues du public si des femmes et des hommes ne les avaient pas révélées de leur propre initiative. Des méfaits auraient pu continuer ad vitam si quelqu'un n'avait pas, d'une façon ou d'une autre, pris l'initiative de mettre du sable dans les rouages. Durant les cycles qui démarrent aujourd'hui, nous voulons mettre en lumière les différentes manières d'alerter, de résister, de se mobiliser, individuellement ou collectivement, quand les biens communs et l'intérêt général sont en péril. Dans cette première session, nous mettrons l'accent sur la question de l'alerte et sur les différentes manières d'alerter, qu'elles soient encadrées ou non par la loi. Mais nous parlerons également de certains lobbies qui peuvent minimiser les alertes et dont il faudrait donc pouvoir encadrer les activités. Plusieurs affaires que vous connaissez certainement ont démontré la difficulté du combat des lanceurs d'alerte. Mediator, Facebook, Luxembourg Leaks, Swiss Leaks et voilà, j'en passe beaucoup parce qu'il y en a pas mal. Mais n'est pas lanceur d'alerte qui veut. Nous verrons cela ensemble. Ce soir, nous avons avec nous Pauline Delmas de l'association Sherpa qui nous parlera du statut des lanceurs d'alerte, des lois qui les protègent, mais également des limites de ces statuts. Pauline a d'abord exercé en tant qu'avocate en droit pénal des affaires avant de rejoindre le monde associatif. Après une première expérience en tant que responsable juridique et plaidoyer au sein de la maison des lanceurs d'alerte, elle a rejoint l'association Sherpa au mois de novembre 2023. C'est bien ça? En tant que juriste chargée du contentieux et plaidoyer. Outre la protection des lanceurs d'alerte, ces thématiques sont la lutte contre les procédures bâillons et la défense de la capacité des associations à agir en justice. Ensuite, nous aurons Gilles Jovan, qui reviendra sur les différentes manières d'alerter et les domaines où les statuts de lanceurs d'alerte présentent la plus grande pertinence, notamment dans les domaines sanitaires et chimiques. Il y a encore une dizaine d'années, les lancements d'alerte étaient inconnus du grand public et la plupart des médias ne connaissaient pas cela. La grande publicité qui en a été faite depuis a dilué et banalisé l'essence de tout, comme c'est un petit peu comme la notion du bien commun. En fait, tout le monde maintenant parle de bien commun, heureusement, mais ça dilue un petit peu et banalise le sens. Après Gilles Jovan, nous aurons l'intervention de Kevin Gernier, de Transparency International. Kevin nous parlera de l'équilibre délicat de l'encadrement des lobbying et des mobilités publiques-privées. Uber Files, Mediator, l'histoire française contemporaine est riche en affaires révélées par les lanceurs d'alerte. Kevin est diplômé d'un master de lobbying, à l'issue duquel il a rejoint l'équipe de l'association anticorruption Transparency International France, où il s'est spécialisé dans l'encadrement de ses anciens condisciples. Il y travaille également pour la prévention de la corruption dans les secteurs publics, la régulation des conflits d'intérêts et la transparence de l'action publique. Nous pourrons échanger avec vous et vous pourrez poser des questions à nos intervenants à la fin de cette session. Je passe la parole à ma collègue Christina. Bonsoir, merci à tous d'être là. 2 mots encore sur les biens communs que nous défendons, protégeons, on voudrait reconnaître, connaître, sachant que pour nous, ce sont des spécificités démocratiques, juridiques, environnementales, et qu'il faut absolument les défendre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en péril. Ça suffit de penser, et beaucoup d'entre vous l'ont entendu plusieurs fois, à la mise en bourse de Chicago de l'eau californienne. Donc aujourd'hui, on achète l'eau en bourse, les glyphosates qui continuent, et j'ai une nouveauté qui date de ce matin. Une mail de Riccardo Petrella, qui est cofondateur et initiateur de l'Université du Bien commun, qui m'envoie cet article très intéressant de Pressenza, qui a écrit lui-même. Le titre est « L'attaque de l'industrie chimique européenne au plan vert de l'Union européenne à propos de la déclaration d'Anvers ». 2 mots, je vais être vite. 74 personnes issues de 58 entreprises, 15 associations d'entreprises et un syndicat se sont rencontrées à huis clos dans les ports d'Anvers sur les sites DBHL
BASF, la plus grande entreprise chimique du monde. Parmi les présents, les grands patrons de l'industrie européenne. Le but est de créer un accord d'Anvers, on entendra parler dans les prochains mois et dans les prochaines années. Pour le moment, reste assez confidentiel, pour élever la compétitivité au rang des priorités stratégiques et créer les conditions d'un business case plus fort en Europe. Les plans d'action doivent inclure des mesures visant à éliminer l'incohérence réglementaire, les objectifs contradictoires, la complexité inutile de la législation et l'excès des rapports. Or, dans les 20 dispositions que j'ai lues et que j'ai compris un petit peu, parce que je parle un peu anglais, pour le moment c'est qu'en anglais, il s'agit pratiquement de démanteler tous les avancées environnementales votées par la Commission européenne. Et un seul point est intéressant, et le plus intéressant pour moi ce soir, c'est celui de la financiarisation de la nature, prônant que 30% du monde naturel, dont 30% endommagés, soit confié en tant que nouvelle classe des avoirs financiers, les capitaux naturels, à la gestion et à la restauration par une nouvelle catégorie d'entreprises privées cotées en bourse. Donc, on a fait des sessions sur la financiarisation de la nature ici. Ça va dans le même sens, ça continue. Ceci pour dire que les biens communs, l'intérêt général sont en péril, comme toujours, vous me direz, mais il faut continuer à veiller, continuer à les protéger, et les lanceurs d'alerte sont en première ligne, ont été et sont toujours en première ligne en ce sens. Après, il y aura d'autres formes, évidemment, qu'on traitera dans ces cycles, les manifestations, les pétitions. Il y a énormément de formes pour résister et être citoyen. Pour le moment, ce soir, on regarde la question de l'alerte, et pas nécessairement les lanceurs d'alerte, mais d'autres manières aussi d'alerter possibles, dont on nous parlera par exemple Jovan Gil. Ce soir, je vous dis une chose très simple que tout le monde dit à ce point. Regardez notre site, c'est simple. Dans notre site, il y a toutes les thématiques qu'on a traitées jusqu'ici. Il y a toutes les sessions filmées. Et d'ailleurs, si vous posez des questions, peut-être vous êtes filmé. Si vous voulez pas être filmé, nous faites signe et on ne vous filme pas. Voilà. Donc, dans les sites, vous aurez tout très exhaustif, toutes les questions qui nous concernent et qui sont traitées à l'Université du bien commun. Donc, ce soir, on a ces 3 structures citées. 2 structures, Sherpa et Transparency, on les a choisies parce qu'ils travaillent avec les lanceurs d'alerte, ou ils lancent de l'alerte, ou de toute façon, ils sont impliqués avec la question de l'alerte actuellement. Et tandis que Jovan Gil des Périphéries vous parle, c'est parce que, et je m'associe à lui parce qu'on est la même structure, nous avons traité de l'alerte et on a contribué à la question de la loi, sur la première loi Sapin sur les lancements d'alerte. On avait organisé 6 conférences au Sénat avec les grands lanceurs d'alerte. Et d'ailleurs, si vous allez sur la chaîne YouTube des Périphéries vous parle, vous pouvez trouver une grande partie des conférences que ces lanceurs d'alerte, comme Annie Thébomoni, qui avec l'association PESRA a lancé le scandale de l'amiante, Sicolela du CNRS, les grands lanceurs d'alerte de l'époque qui étaient fortement victimes de leur position et de leur prise de position. Donc on avait fait ces conférences et avec l'aide de Marie-Christine Blandin, qui en ces jours-là travaillait et était arrivée à faire voter la loi, mais pas encore les décrets d'application. Donc elle était un peu assaillie par de lanceurs d'alerte en herbe, disons, des citoyens lambda qui voulaient absolument dénoncer des situations, mais qui étaient menacées des licenciements, des violences. Et donc elle nous avait demandé de les aider. Elle nous avait même financé pour
qu'on puisse les rencontrer, les aider à monter des dossiers. Naturellement, la maison des lanceurs d'alerte n'était pas encore née parce que est venue après la loi. Et on avait réalisé avec les journalistes d'investigation et philosophe Roger Langlais cet outil. C'est surtout Yovan qui l'avait réalisé, qui les aidait à comprendre comment se défendre ou comment monter des dossiers d'alerte. Merci beaucoup. J'ai été présentée tout à l'heure, mais donc moi je m'appelle Pauline Delmas et je travaille pour une association qui s'appelle Sherpa, qui a un peu plus de 20 ans et qui lutte contre les crimes économiques et pour défendre les victimes de la mondialisation. Historiquement, Sherpa, ça a été beaucoup d'actions en justice contre des multinationales qui respectent pas les droits humains ou qui commettent des atteintes à l'environnement. Et depuis plusieurs années, on a monté un nouveau pôle espace civique pour lequel je travaille, où l'idée c'est de trouver des moyens, y compris par des actions en justice et par du plaidoyer, pour protéger l'action de la société civile et notamment les lanceurs d'alerte, pour protéger notre capacité en tant que citoyens à s'engager et à peser dans le débat public. Comme ça a été précisé tout à l'heure, avant j'ai travaillé pour une ONG qui s'appelle la Maison des lanceurs d'alerte. Donc les lanceurs d'alerte, c'est un peu mon sujet de prédilection. Et ce que je voulais voir avec vous ce soir, c'était aborder à travers un point de vue juridique, mais vulgarisé, très accessible, comment ça marche les lanceurs d'alerte aujourd'hui en France, quel cadre juridique on a prévu pour eux, quelle protection, enfin qu'est-ce que c'est une alerte, comment lancer l'alerte, à quelle protection on a droit et quelles sont les failles du système, parce que rien n'est parfait et que à Sherpa on a souvent un regard assez critique, à raison je trouve. Donc pour pouvoir un peu voir tous ces points, il faut d'abord revenir sur que prévoit le droit aujourd'hui pour les lanceurs d'alerte. Qu'est-ce qu'on a comme dispositif? La première question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte ou une lanceuse d'alerte. Et là, déjà, on a un premier point important, c'est que dans le discours médiatique, on parle beaucoup des associations, des médias comme des lanceurs d'alerte. Mais malheureusement, en France, juridiquement, un lanceur d'alerte, c'est une personne physique. Ça veut dire que c'est un individu, un homme ou une femme, une personne, qui agit de bonne foi. Bon, ça veut dire qu'il faut avoir des motifs raisonnables de penser que l'alerte est fondée. On n'a pas besoin d'être un expert en droit des marchés financiers si on pense que quelque part il y a de la corruption ou que sais-je. Mais il faut qu'on soit de bonne foi. Il faut agir sans contrepartie financière. C'est un choix politique qui a été fait en France. Si je compare avec les États-Unis, par exemple, on peut gagner de l'argent en lançant une alerte aux États-Unis. C'est pas le cas en France. Et quand on lance l'alerte, ça se fait selon une procédure graduée, une procédure par palier, sur laquelle on va revenir après. Donc voilà, déjà, on peut voir, première critique, mais je reviendrai un peu là-dessus après, que c'est assez restreint finalement, puisque déjà, on n'a que les personnes physiques qui peuvent agir, en principe. Qu'est-ce qu'on peut dénoncer? Qu'est-ce que c'est une alerte en droit français? Et là, on voit qu'en fait, c'est assez large, puisqu'on peut dénoncer des informations qui portent sur un crime ou un délit, donc des choses illégales, mais aussi une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, ou une violation, ou une tentative de dissimulation d'une violation de la loi ou du règlement. Et pourquoi c'est important, ça? Parce qu'en fait, surtout là, on est à l'Académie du climat, je pense à l'environnement en particulier, il y a des tas de domaines dans lesquels il y a des choses qui sont dangereuses ou qui sont des menaces pour la santé publique, pour l'environnement, mais qui sont parfaitement légales. Donc c'est important d'avoir cette idée large d'une alerte où on peut dénoncer pas forcément que des choses qui soient illégales, mais aussi des choses qui soient tout simplement dangereuses où on pense qu'il y a un danger. Et en matière environnementale, on a plein de seuils pour des rejets d'émissions, pour des pollutions, qui sont assez élevés, qui peuvent être dangereux pour la santé, mais qui sont parfaitement légaux. Et ce que le droit français permet, c'est de quand même lancer l'alerte sur ces sujets. Après, le revers de la médaille, c'est qu'il y a toute une ribambelle de secrets qui s'affiche là sur le tableau. Ah,
peut-être qu'on le voit pas de très loin. Et ben du coup, je vais les énumérer. Il y a 5 secrets. Si les faits qu'on souhaite dénoncer sont couverts par l'un de ces 5 types de secrets, ils ne peuvent pas rentrer dans le champ de l'alerte. Ça veut dire qu'on ne peut pas être considéré comme un lanceur d'alerte et être protégé comme un lanceur d'alerte si on lance l'alerte sur des faits qui sont couverts par le secret de la défense nationale, par le secret médical, par le secret professionnel de l'avocat, par le secret des délibérations judiciaires et par le secret de l'enquête ou de l'instruction. Secret de la défense nationale et secret médical, je pense qu'on voit facilement. Secret professionnel de l'avocat, c'est le secret des faits qu'un client confie à un avocat. Donc, si je suis avocat et que mon client me dit tous les actes de corruption auxquels il s'est livré dans la vie, je ne peux pas le dénoncer. Sinon, les gens iraient plus voir les avocats. Le secret des délibérations judiciaires, c'est tout ce qui va être délibération des jurés. Par exemple, aux assises, ils délibèrent entre eux longtemps et c'est absolument secret. Donc, même si j'apprends qu'un juré a fait pression sur les autres pour changer le verdict, ça rentrera pas dans une alerte. Et le secret de l'enquête ou de l'instruction, c'est tout ce qui est enquête de police, enquête judiciaire, procédure judiciaire. Donc, si je suis policier et que je veux dénoncer des pressions qui ont été faites dans une enquête, je ne pourrais pas le faire en tant que lanceur d'alerte. Donc, pareil, je reviendrai un peu sur cette limite-là, mais vous voyez qu'il y a quand même ce problème aussi dans une alerte, enfin, le champ de l'alerte qui est large, mais pas si large aussi. Alors, donc là, on arrive à cette histoire de procédure par palier. Je vous disais tout à l'heure que pour lancer l'alerte en France, il y a une procédure graduée. Malheureusement, le principe, c'est pas de juste aller voir les médias et de lancer son alerte. Le législateur a fait en sorte que ce soit beaucoup plus cadré et restrictif que ça. Et en principe, il faut d'abord alerter soit en interne, dans sa structure, que ce soit une administration ou une entreprise, soit auprès des autorités, l'autorité judiciaire ou, je sais pas, si c'est des faits de corruption, l'Agence française anticorruption ou l'autorité des marchés financiers, que sais-je. Et c'est seulement si le signalement n'est pas traité de cette manière-là, sous un délai de 3 à 6 mois qui est différent selon les cas, mais je ne vais pas rentrer dans les détails à ce point. Mais c'est seulement au bout d'un délai de 3 à 6 mois, si le signalement n'est pas traité comme ça, que je vais pouvoir rendre mon signalement public. C'est-à-dire aller sur les réseaux sociaux, poster quelque chose ou parler dans les médias. Il y a quand même des exceptions. En cas de danger grave et imminent, ou bien si le fait de saisir les autorités ne suffirait pas à traiter l'alerte, je peux directement passer à la dernière étape du signalement public. Mais c'est des conditions strictes, et pour avoir travaillé avec des lanceurs d'alerte, c'est des conditions qui sont appréciées plutôt strictement par les juges aussi. Donc si par exemple j'apprends qu'il y a un déversement de déchets toxiques très grave dans une rivière près de chez moi sous 48 heures, a priori, c'est bon. Mais il y a d'autres cas dans lesquels ce ne sera pas forcément tout aussi possible de partir directement voir les médias. Donc, on a vu finalement qu'est-ce qu'était un lanceur d'alerte et comment lancer l'alerte et qu'est-ce qu'on met dans une alerte. Maintenant, la question, c'est si on a respecté tout ça, à quoi est-ce qu'on a droit, entre guillemets ? Comment est-ce que les lanceurs d'alerte sont protégés aujourd'hui en France ? Et en fait, ça va être une protection très axée quand même sur le droit du travail. Le principe, ça va être qu'on ne peut pas licencier ou sanctionner de quelque manière que ce soit, mise à pied, rétrogradation, etc., quelqu'un pour avoir lancé l'alerte. Il va aussi y avoir des immunités civiles et pénales sous conditions, c'est-à-dire que sous certaines conditions, je ne vais pas pouvoir être condamné au civil ou au pénal pour avoir lancé l'alerte. Et puis, un troisième point important, c'est que on a voulu protéger les lanceurs d'alerte en protégeant aussi leur entourage. Et ça veut dire que les gens qui ont aidé un lanceur d'alerte à lancer l'alerte peuvent aussi être protégés et eux-mêmes ne pas être licenciés ou poursuivis, en principe. Et ces personnes-là, ça va être les personnes physiques en lien avec un lanceur d'alerte et qui risquent des représailles, donc les individus,
les entités qui sont contrôlées par un lanceur d'alerte ou les facilitateurs. Et les facilitateurs, ça va être les associations ou les syndicats qui aident un lanceur d'alerte à faire un signalement. Donc eux, en principe, ils ont des protections aussi, qui sont pas parfaites. On reviendra dessus. Je vous ai fait un petit panorama donc de comment marche le droit des lanceurs d'alerte en France. Maintenant, comme je l'ai pas mal dit jusqu'à présent, c'est un dispositif qui a des angles morts et des défaillances, on va dire. La première faille dans ce système, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est tous ces secrets qui rentrent pas dans le champ de l'alerte. C'est-à-dire que par hypothèse, quand on veut lancer l'alerte, c'est que il y a des choses graves qu'on veut révéler, et en fait, il y a plein de choses graves qui, comme elles sont couvertes par l'un des secrets que j'ai évoqués, ne pourraient pas faire l'objet d'une alerte et donner lieu à des protections. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du cas de cette journaliste qui s'appelle Ariane Lavrieux et qui a été placée en garde à vue il y a quelques mois parce qu'elle avait sorti une enquête sur, voilà, je vois des hochements de tête, sur les Egypt Papers, je crois. Donc en fait, c'était une enquête qui montrait que le gouvernement égyptien s'était attaqué à des civils en Égypte avec des techniques et des armes fournies par la France, et que en fait la France était au courant. Et donc c'est un dossier extrêmement sensible. Et quand l'article est sorti, après, cette journaliste elle-même a été placée en garde à vue, et elle est visée aujourd'hui par une procédure judiciaire. Mais aussi, en fait, ce qui se passe, c'est que sa source, la police essaye de l'identifier. Et donc le militaire qui avait donné tous ces documents à la journaliste, on ne sait pas qui c'est, pour le moment son nom n'est pas sorti, mais dans l'histoire, la police va essayer de l'identifier, et ce qui a été annoncé dans les médias, c'est que et ce militaire et Ariane Lavrieux, journaliste, sont tous les deux visés dans une procédure pour compromission du secret de la défense nationale. Donc ce militaire qui a donné ces documents, concrètement, il risque 7 ans de prison. Or, j'avais parlé tout à l'heure d'immunité pénale pour protéger les lanceurs d'alerte, mais lui, comme c'est des faits qui sont couverts par le secret de la défense nationale, il rentre pas dans le statut de lanceur d'alerte. Donc c'est une illustration de ce problème d'avoir tous ces secrets qui font obstacle à l'alerte. La deuxième grosse faille du système, c'est dans une logique un peu mondialisation. En fait, toutes ces protections que j'évoquais tout à l'heure, elles sont très axées droit du travail. Je vous parlais d'interdiction de licenciement. Encore faut-il avoir un contrat de travail français. Or, aujourd'hui, les violations des droits humains et de l'environnement, elles se produisent aussi à l'autre bout du monde, et des entreprises françaises peuvent avoir des filiales qui ont des usines en Asie, en Amérique du Sud, qui commettent les pires exactions. Et en fait, leurs salariés ne pourront jamais être considérés comme lanceurs d'alerte s'ils n'ont pas de contrat de travail français. Donc c'est quand même une limite assez importante. Et troisième point, toujours sur le statut de lanceur d'alerte et ses failles, la conférence ce soir a pour thème alerter, se mobiliser, résister. Et en fait, le cas des lanceurs d'alerte montre que la meilleure manière de lancer l'alerte, finalement, c'est collectivement. Et ça, je vais revenir sur ça. Et ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'alerte, elle est conçue comme quelque chose de plutôt individuel. C'est une personne physique qui lance l'alerte, qui sera protégée au niveau de son contrat de travail. Et même si je vous ai parlé des facilitateurs qui aident les lanceurs d'alerte, concrètement, dans l'histoire, il faut forcément qu'à un moment, il y ait une personne physique. Les facilitateurs, ils peuvent accompagner un lanceur d'alerte, mais il doit y avoir un lanceur d'alerte, personne physique, qui a lancé l'alerte. Et pourtant, c'est pas la meilleure manière de se mobiliser, puisque c'est ces personnes physiques qui vont être visées par des représailles et qui n'ont pas les épaules pour supporter les représailles que pourrait supporter une association ou un collectif. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre comme angle mort ? Il y a la question de la complexité de la procédure. Je peux vous remettre la slide en question, mais c'est quand même pas la chose la plus accessible au monde qu'une procédure qui est faite avec un décret qui liste les autorités qu'on doit saisir pour lancer l'alerte. Il y en a une 40aine, qui prévoit un délai différent selon l'autorité qu'on saisit et qui oblige à faire toutes ces étapes, sinon la protection saute.
sauf à rentrer dans les conditions très strictement définies pour lancer l'alerte de manière publique. Donc en fait, tout est fait pour éviter la divulgation publique. C'est un choix politique. C'est pas le choix qui a été fait, c'est pas celui de la transparence et de l'alerte publique. Et troisième et dernier point, je sais plus si c'est le troisième. Dernier point sur cette partie-là, en tout cas sur les angles morts du système. Ça va me faire ma transition vers ma dernière partie, qui sera un peu plus courte. C'est qu'en fait, depuis tout à l'heure, je vous parle de protection des lanceurs d'alerte, mais c'est une protection en aval, entre guillemets, et pas en amont. Concrètement, je lance l'alerte, je suis victime de représailles, et ben en fait, c'est à moi d'aller voir le juge, de faire un procès pour faire annuler mon licenciement. Il n'y a rien matériellement qui empêche mon employeur de me licencier. C'est à moi d'aller faire valoir mes droits en justice. Du coup, on reste un peu dans une logique David et Goliath, parce que moi, j'ai des moyens limités, et en face des gens qui lancent de l'alerte, il y a des structures qui ont beaucoup plus de moyens. Donc, tout ce système qui est quand même pensé dans une logique de réparation, vous avez lancé l'alerte, vous avez subi des représailles, on va vous indemniser au bout d'un long parcours judiciaire, en pratique, pour des gens qui risquent de tout perdre en lançant l'alerte, c'est pas très praticable. Et ça ne les protège pas contre le grand phénomène dont j'aimerais vous parler un petit peu, qui est celui des procédures bâillons. Parce que parmi les moyens de faire taire les lanceurs d'alerte, c'est quand même l'un des moyens les plus mis en œuvre. Et ça vise pas que les lanceurs d'alerte, ça vise les journalistes et toutes les personnes qui s'inscrivent dans le débat public. Et donc, qu'est-ce que c'est une procédure bâillon ? En fait, la logique de la procédure bâillon, c'est d'engager un procès contre quelqu'un, un média, un lanceur d'alerte ou que sais-je, qui a publié quelque chose qui ne plaît pas à une entreprise, à une personne riche, et cette entreprise ou cette personne va engager un procès, pas tellement pour gagner, entre guillemets, au fond, mais pour faire taire le lanceur d'alerte ou le média qui aura publié quelque chose. Ça porte un nom en anglais, c'est Strategic Lawsuit Against Public Participation, SLAP pour claque, enfin comme une claque quoi. Et il y a une directive européenne qui vient d'être adoptée il y a 2 jours par le Parlement européen pour lutter contre ce phénomène. Parce que du coup, le problème avec les procédures bâillons, c'est que c'est quand même un très bon moyen de faire taire des lanceurs d'alerte et des journalistes. Et il y a vraiment cette idée dedans de détournement de l'instrument judiciaire. Concrètement, si demain quelqu'un publie quelque chose qui ne plaît pas à une entreprise ou à un patron, le fondement, la manière la plus logique de s'en plaindre, c'est de l'attaquer pour diffamation. C'est d'engager une procédure en diffamation. Sauf que la diffamation, tout est fait pour qu'on puisse pas facilement faire condamner des gens pour diffamation. Parce que liberté d'expression. Quand on veut faire une procédure en diffamation, on a 3 mois pour agir à partir du moment où il y a eu une publication. Et puis, il y a plein d'exigences procédurales. Donc, ce que les entreprises ont commencé à faire, c'est d'éviter ce fondement-là et de partir sur d'autres fondements qui n'ont rien à voir dans une logique de procédure bâillon pour pouvoir faire taire les gens sans avoir à rentrer dans les clous très exigeants de la diffamation. Et donc, un exemple important là-dessus, c'est le cas de Valérie Murat, qui est une lanceuse d'alerte sur les pesticides dans le vin. Concrètement, Valérie Murat, c'est une agricultrice dans le Bordelais qui a fait des analyses sur pas mal de bouteilles de vin, y compris des bouteilles de vin labellisées haute valeur environnementale, et qui a montré qu'il y avait des très très forts taux de pesticides dans ces bouteilles. Et elle a fait un article sur son blog avec son association qui s'appelle Alerte aux toxiques pour lancer l'alerte sur ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et quelques châteaux qui étaient les châteaux des bouteilles qu'elle avait fait analyser l'ont poursuivie devant le tribunal, pas pour diffamation, mais pour dénigrement commercial. Le dénigrement commercial, c'est
un outil en droit qu'on va utiliser quand on est une entreprise qui veut se plaindre d'un concurrent qui va jeter le discrédit sur vos produits. Ça va être, je suis une entreprise A, je trouve que l'entreprise B parle mal de mes produits et dit qu'ils sont empoisonnants ou que sais-je. J'ai le droit d'agir pour dénigrement et de faire condamner l'entreprise B. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a ce fondement-là qui est du droit commercial a été utilisé contre Valérie Murat, citoyenne, pas juriste et pas commerçante non plus, pour lui demander de l'argent. Concrètement, on lui a demandé des dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts à cause de cette alerte qu'elle a lancée. Exactement. Et elle a perdu en première instance. Elle a été condamnée à 125 000 euros de dommages et intérêts. Ce qui, pour une personne, agricultrice particulier, c'est immense, quoi. Et pour faire appel, il fallait qu'elle ait rassemblé au moins une bonne partie de la somme. Donc là, ça fait 2 ans, je crois. Elle commence tout juste là, ça y est, l'appel a enfin été lancé, à ma connaissance. Mais du coup, c'est un bon exemple de ce que je vous expliquais sur cette histoire de droit qui est conçu en aval, quoi. C'est-à-dire qu'il y a rien pour protéger Valérie Murat en amont. Il va falloir qu'elle aille en appel et avec un peu de chance, cette fois, le juge va considérer que son statut d'alerte la protège et elle pourra ne pas devoir 125 000 euros au Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Donc ça, c'est un très bel exemple de procédure Bayon. Et un deuxième exemple de procédure Bayon, j'en parle parce que il y avait une audience dans ce dossier ce matin même et que ça permet d'illustrer une autre faille du statut de lanceur d'alerte. C'est la procédure que Total Energy a engagée contre Greenpeace. Donc, concrètement, en novembre 2022, Greenpeace a sorti un rapport qui s'appelle Bilan carbone de Total Energy, le compte n'y est pas. En fait, Greenpeace, c'est Greenpeace France, ils se sont rendus compte que l'entreprise Shell affichait des émissions carbone largement plus élevées que celles de Total, ce qui n'avait pas vraiment de sens parce que finalement les deux entreprises sont assez comparables. Donc ça les a interpellés et ils ont fait appel à des experts et ils ont regardé quelles émissions carbone étaient déclarées par Total et comment est-ce qu'ils les calculaient. Et Greenpeace a sorti un rapport pour décortiquer tout ça et expliquer qu'en réalité, le calcul opéré par Total était fallacieux, selon Greenpeace, et que du coup, en réalité, Total émettait à peu près 4 fois plus d'émissions carbone que ce qui était affirmé dans leur communication, y compris institutionnelle. Le rapport est sorti en novembre 2022. Je crois que Total, à l'époque, avait fait un communiqué pour dire que c'était pas vrai du tout et que c'était très méchant. Mais il s'est rien passé d'autre dans les médias et Total n'a pas agi en diffamation. Et un an après, enfin un peu moins d'1 an, en avril 2023, Total Energy a finalement décidé d'agir. Mais comme ils pouvaient pas agir en diffamation, parce qu'en plus c'était quand même un peu gros, ils ont poursuivi Greenpeace sur un fondement de droit boursier. C'est la diffusion d'informations fausses ou trompeuses. Concrètement, c'est vous diffusez vous prétendez qu'une entreprise a subi des pertes et ça va affecter son cours en bourse ou quelque chose comme ça. Et typiquement, vous êtes un concurrent qui souhaitait porter préjudice à l'autre entreprise comme ça. C'est ça la diffusion d'informations fausses ou trompeuses. C'est un fondement de droit boursier. Ça n'a rien à voir avec un rapport d'une ONG sur les émissions carbone d'une multinationale. Et donc Total les poursuit en justice sur ce fondement-là et leur demande 1 euro symbolique de dommages et intérêts, mais aussi 50 000 euros de frais de justice, et surtout la suppression du rapport. Donc, on voit vraiment que la censure, c'est ce qui est visé, sous astreinte de 2 000 euros par jour. C'est-à-dire que à partir du moment où il y aura un jugement, chaque jour qui passe où Greenpeace n'a pas supprimé le rapport est censé leur coûter 2 000 euros par jour. Donc ça, c'est un autre bel exemple de procédure Bayon, parce qu'il y a vraiment cette histoire de détournement d'une voie de droit. Et ça montre aussi une autre limite du dispositif d'alerte, parce que Greenpeace, c'est une ONG, c'est pas une personne physique. Et pour les lanceurs d'alerte, il y a une immunité pénale qui leur permet de pas être condamnés au pénal quand ils lancent l'alerte. Mais pour ça, il faut être un lanceur d'alerte, il faut être une personne physique,
Et Greenpeace, en tant qu'ONG, ne peut pas être considéré juridiquement comme un lanceur d'alerte. Donc je voulais un peu prendre cet exemple pour illustrer encore les limites du statut de lanceur d'alerte. Et en conclusion, je pense que, ce qu'on porte à Sherpa en tout cas, c'est il faudrait faire du droit d'alerter un droit collectif plutôt qu'un droit individuel, parce qu'en fait, cette logique de réparation très centrée sur le droit du travail, elle ne permet pas concrètement de lancer l'alerte sans se mettre en danger aujourd'hui. Et du coup, au final, c'est le débat public qui est perdant. Et c'est qu'en sortant de ce droit très individualisé et en faisant quelque chose de véritablement collectif, qu'on pourra alerter, se mobiliser collectivement sans se mettre trop en danger. J'en ai terminé. Sur les modalités de lancement d'alerte, vous avez des modalités qui sont très larges. Hein. Là, c'est finalement des contributions audiovisuelles qui sont à titre de spot de prévention justement. Et là, cette campagne de spot, on n'incrimine pas des acteurs ou des personnes physiques et morales comme une entreprise en particulier. On essaye de stimuler le discernement du consommateur dans ses choix de consommation, où il existe de si vastes gammes de produits que c'est pas la peine de choisir les plus préjudiciables à sa santé. Voilà. Vous avez d'autres modes de l'alerte. Bon, effectivement, on connaît la littérature de l'alerte scientifique. Roger Langlais, notamment, comme support de ces alertes, a publié plusieurs dizaines d'ouvrages en la matière. Lui aura eu à subir aussi des procès bâillons. Hein, j'en parlerai peut-être. Vous avez des modalités d'alerte qui sont très intéressantes parce que là, on a la factualité et l'objectivité immédiate. C'est ce qu'on appelle les vidéos intrusives, par exemple de L214. Et vous voyez quelles répercussions ça peut avoir. C'est-à-dire que la souffrance animale dans les abattoirs a un retentissement, vient à l'ordre du jour des préoccupations sociétales d'une manière très rapide. Les autorités publiques sont obligées de prendre des mesures et on peut assister aussi à des fermetures à titre conservatoire d'abattoirs, particulièrement infligeant des traitements particulièrement cruels aux animaux. Vous avez d'autres alertes qui peuvent recourir à des caméras cachées. On connaît un petit peu les films de Michael Moore aux États-Unis il y a encore une dizaine d'années. On n'entend plus parler de Michael Moore. Je pense pas qu'il ait été assassiné, non. Voilà. Vous avez aussi des publications qui sont pas forcément des lancements d'alerte, mais des relais ou des porteuses d'alerte. Par exemple, sur le médicament, vous avez la revue Prescrire, qui a un rôle très très important, notamment par rapport à des maladies professionnelles relatives à des expositions durables à des substances ou à des ondes, etc. Ça peut être aussi des revues comme Santé et Travail. Hein. Vous avez par exemple aussi ce qui est intéressant parce que souvent on a toujours l'impression que le lanceur d'alerte effectivement doit sensibiliser les autorités publiques ou les organismes publics comme, l'agence de la sécurité alimentaire, etc. Mais par exemple, si vous prenez la dernière alerte notoire il y a un mois et demi de Nestlé et des eaux, qui c'est qui lance l'alerte en premier lieu, qui embarrasse plutôt qu'autre chose un certain nombre d'instances ministérielles, c'est le service de répression des fraudes de l'État. Donc c'est tout à fait intéressant. Alors voilà, donc il y a plein de modalités pour sensibiliser à des questions de santé publique ou à des questions environnementales, sans que fatalement ça en passe par le contentieux, le pénal ou le judiciaire. Alors deuxième point, tu me dis, parce que moi j'ai pas de montre là, sur la durée d'intervention. Deuxième point sur la qualification des acteurs. Le panel est quand même très large. Par exemple, alors Roger Langlais, lui, qui fait partie d'ailleurs aussi de l'Académie de médecine, fait remonter le lancement d'alerte plutôt à la fin du 19e siècle sur deux dossiers très importants. D'une part, le tabac. À l'époque où les médecins étaient encore
habilités à préconiser à leurs patients de fumer jusqu'à la fin du 19e siècle. Et d'autres médecins disaient, quand on fait de la dissection, on s'aperçoit que c'est pas si bon que ça. Mais au 19e siècle, voilà. Vous avez, par exemple, en 1928, Édouard Bernès, qui va écrire ce livre de référence pour les lobbies industriels, vous le connaissez certainement, Kevin, Propagande, sur le gouvernement invisible pour la manipulation des masses. Très intéressant parce qu'il va se mettre au service des grands industriels de la cigarette, des cigarettiers, et notamment inventer des stratégies de marketing pour comment inciter les femmes à fumer aux États-Unis. Alors que c'était principalement une activité un peu masculine, vous voyez. Et vous allez avoir le mercure dentaire, qui va être les médecins vont se dire, par rapport aux praticiens de la dentisterie, vous avez trouvé un amalgame bon marché qui contient du mercure. Parce que avant, on faisait des implants avec des métaux précieux comme l'or, l'argent, etc. Donc ça a été une manière de démocratiser les soins dentaires que d'introduire des amalgames au mercure. Sauf que les médecins de base ont alerté aux États-Unis tout en premier lieu dans les années 20, 30, en alertant le fait que le mercure est un toxique. Et là, nous, on a pu travailler justement avec un grand dentiste. Maintenant, les usages industriels du mercure ont été prohibés depuis, Christina, c'est depuis 2019, c'est ça, oui, depuis 2019 au niveau international. Et beaucoup de dentistes, une grande majorité, sont revenus de l'usage du mercure, surtout très préjudiciable par rapport aux femmes enceintes et à leurs fœtus, avec des possibilités de malformation. Le mercure, vous connaissez les dangers. Donc le lancement d'alerte, c'est une vieille histoire, sauf que la dénomination n'était pas lancement d'alerte. Il va falloir attendre les années 2000 pour avoir cette terminologie. Alors les Américains ont un autre terme qui, je sais pas où, je sais pas quoi là, etc., etc. Et donc, pour qualifier des acteurs, en 1906, la première alerte sur l'amiante, c'est un inspecteur du travail. Donc c'est un agent de l'État. Il faudra attendre 1997 pour avoir une interdiction, gouvernementale de l'amiante. Et là, encore une fois, il y a eu toutes sortes de procès dilatoires, de contre-expertise dilatoires par rapport, on a effectivement aussi des des lanceurs d'alerte qui sont des victimes. Des victimes, par exemple, de maladies nosocomiales, dans les hôpitaux. Vous avez des acteurs qui sont des scientifiques, des chercheurs. Christina citait André Cicolilla, qui voyait bien la nocivité des éthers de glycol qui sont dans les solvants et qui sont des composants volatiles, très dangereux notamment pour les peintres en bâtiment par rapport à des expositions lentes. On peut avoir également par l'IRES, là où il travaillait, et donc qui a été réhabilité, réintégré ensuite, mais on voit bien que l'intérêt général n'est pas forcément, on n'a pas la même définition du point de vue de là où on parle. Et du point de vue c'est une petite parenthèse. On a également par exemple, Pauline, si on a affaire à une rivière où on jette des polluants d'une manière sauvage, ou comme ça arrive aussi chaque année, où on a des déchets amiantés dans des décharges sauvages, on peut être un lanceur d'alerte en qualité de riverain, de voisin. On prévient le maire, on prévient l'Agence régionale de santé, voilà. On peut avoir encore des lanceurs d'alerte qui sont des salariés, et c'est là où justement les représailles souvent vont être les plus douloureuses. Je ne sais pas si vous avez vu le film La syndicaliste avec Isabelle Huppert, oui, voilà. Mais par exemple, moi j'ai pu rencontrer des lanceurs d'alerte, notamment du personnel gazier dans le sud-est de la France, avec des maladies professionnelles qui ont été reconnues, sauf que le gros problème, elles sont reconnues, mais c'est nous, contribuables de la Sécu, qui payons pour les dommages subis par cette personne qui a eu des expositions pendant 40 ans à des produits toxiques, ou à des exhalaisons gazières indésirables. Et on voit que, par exemple, un vrai lancement d'alerte, lui, quand je lui ai dit, mais moi, je veux
que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur. Parce que là, nous, pour les maladies professionnelles, c'est nous tous qui payons, le contribuable de la Sécu qui paye. Mais la faute inexcusable de l'employeur, comme dans beaucoup de dossiers sur l'amiante, tant qu'elle n'est pas reconnue, il n'y a pas d'amende ou de condamnation et de réparation matérielle de la part de l'entreprise directement. Vous voyez ? Donc la fourchette vous avez des journalistes aussi qui se lancent dans le lancement d'alerte. Donc ça c'est très très important. Vous pourrez me compléter si j'oublie d'autres formes d'acteurs. Alors après, je tiens à préciser que l'alerte, comme disait Roger Langlais, c'est pas un loisir. C'est pas un loisir, c'est pas une distraction. On dit pas tiens si je lance une alerte. Non, il faut qu'il y ait matière à alerte. Les risques encourus sont pas négligeables. En complément des procès Bayon dont parlait Pauline, je tiens à préciser qu'il y a aussi d'autres formes. Pour en avoir parlé beaucoup avec Roger Langlais, il peut y avoir effectivement des stratégies très discrètes mises en place par des entreprises incriminées sur des dossiers en matière de politique environnementale ou dans le domaine sanitaire. Lui, ça lui est arrivé. Vous retirez, par exemple, c'était sur le livre sur l'opacité de la gestion de l'eau chez Vivendi, alias Volia, etc. Vous retirez votre ouvrage nous incriminant des librairies et 1 million d'euros. C'est tentant, Oui, on achète le silence. Ouais. Toi-même, Christina, tu as pris acte qu'avec Daniel Mitterrand, lorsque vous travaillez sur la question de l'eau, vous avez eu des sollicitations plutôt avantageuses à votre avantage. Donc, voilà. Donc, il peut y avoir proposition d'avantage de la part d'une entreprise, ou alors il peut y avoir au contraire, écoutez, vous alertez sur une question très sérieuse, nous aussi ça nous intéresse, on va travailler ensemble. Vous voyez ? Bon, ça, c'est la stratégie de beaucoup de politiques. Souvent, c'est l'art de la politique, au sens machiavélique du terme, qui est noble aussi. Bon, il y a un problème que vous pointez là. Attendez, voilà, on va collaborer, etc. C'est une manière un petit peu de neutraliser les alertes. Ensuite, effectivement, il y a les intimidations physiques. Là, par exemple, dans le cas de la syndicaliste incarnée par Isabelle Huppert, je ne me souviens plus de son nom, mais là, c'était carrément une intrusion dans sa maison et un viol acté. Et voilà. Donc là, ça devient véritablement de l'agression physique. Et effectivement, on voit bien le mal qu'elle a eu à faire état de cette agression et à la faire reconnaître. On a été même jusqu'à supposer qu'elle l'avait mis en scène pour disqualifier son alerte. Et on va avoir aussi, pour la neutralisation des alertes, des formes qui sont encore plus pernicieuses. C'est-à-dire, par exemple, pour vous discréditer, essayez de voir ce qui se passe dans votre vie personnelle et de trouver, par exemple, des anomalies comportementales dans votre vie privée, pour essayer un peu de mettre en doute votre équilibre ou votre santé mentale. Et ensuite, il y a aussi l'aspect qui est très intéressant, c'est la dimension complotiste. Dès qu'il y a un problème gênant, c'est du complot. Alors, j'imagine qu'il y a des cabinets conseils qui travaillent auprès de grands industriels. Eux, je pense que dans le complot, ils le font très savamment et ils sont dans des stratégies discrètes et presque tellement homéopathiques et tellement invisibilisées que le complot peut passer totalement. Je veux dire. Donc il y a un vaste sujet par rapport. Ouais, je vais clore là-dessus. Alors je disais qu'effectivement on avait parlé de l'intérêt général, du bien commun par rapport à l'alerte. Il est évident, mais là c'est un débat philosophique, on n'aura pas le temps éventuellement, ou peut-être. L'intérêt général vaut pas de la même manière selon qu'on soit un particulier ou selon qu'on soit une entité économique ou un acteur économique ou un acteur politique. Il est évident que, par exemple, le nucléaire aujourd'hui, c'est un pilier énergétique
de l'énergie française. Et effectivement, du point de vue de l'intérêt général, en termes de production d'électricité, beaucoup actent qu'effectivement, le nucléaire, ça minimise les problèmes de retraitement des déchets, d'enfouissement des déchets, ou éventuellement d'un éventuel risque nucléaire, etc., etc. Donc l'intérêt général, il faut toujours le voir apposé à ce qu'on appelle, depuis les Grecs, dans les tragédies grecques, la raison d'État. Vous voyez ? Et là, Pauline aussi l'évoquait de ce point de vue-là. Bon, voilà, je m'arrête là. Et maintenant, ah oui, c'est vrai. Alors, une petite friandise. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, tout notre environnement, que ce soit à la maison, au travail, dans la rue, dans le cadre des loisirs, nous sommes aujourd'hui et nous vivons dans un environnement qui a complètement changé, qui a été recomposé par les industriels. Les industriels ont littéralement réinventé la matière autour de nous. Plus rien n'est naturel et nous sommes exposés en permanence à des produits dont la plupart sont toxiques. La toxicologie, c'est simplement évaluer la toxicité des différentes molécules chimiques qu'on invente, qu'on met sur le marché, ou celles qu'on côtoie donc quotidiennement, même depuis longtemps, mais dont on avait sous-estimé la toxicité, comme l'amiante, le mercure, etc. La toxicologie, c'est la science de prévention par excellence. C'est celle qu'on doit mettre en œuvre avant de mettre un produit sur le marché. Pas de données toxicologiques, normalement, pas de marché. Or, les industriels sont en train de transgresser tout ça, notamment avec les nanos. Il faut savoir que les nanoparticules qu'inventent aujourd'hui les industriels et qu'ils mettent sur le marché n'ont pas été testés avant d'être commercialisés. On est revenu à la préhistoire de la prévention. Il faut que les citoyens, ensemble, se mobilisent et imposent à nouveau que les produits qu'on met sur le marché soient testés sérieusement, notamment sur les doses à long terme, parce que les effets à long terme ne sont pas étudiés. Il faut que les choses rentrent dans l'ordre, de façon à ce que nous soyons plus exposés à des produits chimiques toxiques au quotidien, qui fabriquent les cancers d'aujourd'hui et de demain, qui fabriquent les maladies du cerveau, type Alzheimer, Parkinson, sclérose amyotrophique, etc. On a appris à faire la première révolution, on a accompli la révolution pasteurienne, celle qui consiste à prendre en compte l'existence des microbes, au début auxquels on ne voulait pas croire, ou à laquelle on résistait en disant, vous vous rendez compte, il va falloir se laver les mains en permanence, laver tous les ustensiles, les médecins se plaignaient, les chirurgiens aussi. On a appris à prendre en compte tout ça, on a fait la révolution pasteurienne, même si des progrès sont encore à accomplir. On a intégré dans notre culture et dans nos réflexes cette révolution contre les microbes, et bien aujourd'hui, cette révolution, on doit aussi l'accomplir face aux produits chimiques, contre l'invasion des produits toxiques que nous imposent les industriels. Sur le web, aujourd'hui, on trouve toutes les études toxicologiques qu'on a besoin de consulter, les rapports toxicologiques, les rapports en particulier de l'Agence Sécurité Sanitaire Environnementale, des rapports de l'OMS sur le sujet. Il y a tout un tas d'études qui nous permettent de nous forger une opinion, de construire notre expertise ensemble et d'agir à la fois individuellement pour se protéger au quotidien, mais d'agir aussi ensemble, de façon à obliger nos élus à écrire et à voter les lois qui nous protègent. Et même le maire, à travers ses actions dans la commune, son attitude avec les pesticides, par exemple, sa façon de prendre en compte la toxicité, lui aussi doit accomplir sa révolution toxicologique sous la pression des citoyens. C'est vrai que depuis, sur les nanos, tu peux dire, il y en a qui ont été interdits. Alors, L'Oréal a retiré les nano-argent de la composant comme composant de ses crèmes à bronzer. Vous voyez, il y a le nanotube de carbone aussi qui est prohibé, et le nanotube de titane. Hein, vous voyez. Parce que le nanotube, c'est les nanomatériaux, c'est vous prenez un atome de ça et vous le nanisez, vous le faites 1000 fois plus petit. Donc là, il n'y a plus aucune barrière. C'est tellement plus petit. Voilà, petite précision. Alors, donc je suis Kevin Gernier, je suis chargé de plaidoyer pour l'ONG anticorruption Transparency International France. Et ce soir, je vais vous
présenter à travers 3 exemples concrets. Je vais essayer d'éviter de faire trop de juridique, il est déjà assez tard. Je vais partir plutôt de 3 exemples concrets de notre action à Transparency, à savoir l'action qu'on a menée sur les Uber Files d'abord, ensuite l'action qu'on a menée sur Nestlé Waters, qui a été brièvement évoquée précédemment, et l'action qu'on a menée l'année dernière sur Phytéis, le lobby des pesticides. Donc, Transparency International France, c'est une ONG qui a pour objectif la lutte contre la corruption. On a 3 modes d'action, le plaidoyer, le contentieux et l'accompagnement, plaidoyer contentieux et l'accompagnement des acteurs publics et privés. Moi, je travaille essentiellement sur la partie plaidoyer, à savoir la partie lobbying, c'est-à-dire je suis un lobbyiste, mais un gentil lobbyiste. Je fais du lobbying pour l'intérêt général, si tant est qu'il existe. On verra que c'est pas évident à définir l'intérêt général. Il y a beaucoup de gens qui sont d'ailleurs tout à fait convaincus qu'il n'existe pas, ce qui est tout à fait plausible. Mais je vais revenir donc d'abord au premier exemple que je veux vous détailler ce soir, donc les Uber Files. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des Uber Files. C'était un cas de lobbying un peu trop opaque et intense qui avait été révélé il y a 1 an et demi par la presse suite au signalement qui avait été adressé par un lanceur d'alerte. Mark McGain, qui était le lobbyiste en chef au niveau mondial de Uber, et qui avait été pris d'un remords, d'un changement de conscience, et qui avait décidé de publier tous les échanges mails, SMS qu'il avait eu à travers le monde et que Uber avait eu à travers le monde avec des responsables publics pour défendre son modèle de façon assez agressive. Ce qui avait donné lieu dans plusieurs pays, dont la France, à une série d'enquêtes, notamment de commissions d'enquête. Donc l'année dernière, il y a eu une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les Uber Files, qui nous a permis d'illustrer. Alors on avait été auditionné par cette commission d'enquête pour détailler un peu ce que nous on proposait comme solution à Transparency pour éviter qu'un nouveau Uber Files se reproduise. Alors, à mon sens, ces Uber Files, ils illustrent un peu 2 ambivalences. Une première ambivalence, peut-être sur les lanceurs d'alerte. On parle de lanceurs d'alerte ce soir. Pauline Delmas, bon, c'est pas très important le contenu, c'était juste un exemple du CV de Mark McGain que je suis allé voir sur LinkedIn cet après-midi, puisque Mark McGain, c'est vraiment un lobbyiste qui a un CV assez extraordinaire. Enfin, moi, j'ai fait un master de lobbying et alors, après mon master de lobbying, j'ai décidé d'aller travailler plutôt pour des intérêts non économiques, ce qui est une notion que je trouve plus opérante que la notion d'intérêt général. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de mes camarades de promo qui rêveraient d'avoir un CV comme celui de Mark McGain, puisqu'il a dirigé à peu près tous les plus grands lobbies économiques possibles. Il a dirigé notamment Digital Europe, qui est le lobby du numérique à Bruxelles. Il a été aussi président des affaires publiques de Nokia dans les années 90, président des affaires publiques d'Euronext, une grande plateforme boursière. Et ensuite, il a été lobbyiste pendant 2 ans et demi chez Uber, où il a défendu corps et âme le modèle économique qui était proposé par Uber. Je trouve que c'est assez intéressant parce que finalement, généralement, on a une vision un peu idéalisée du lanceur d'alerte, mais le lanceur d'alerte, généralement, il est souvent intéressé. Intéressé. Alors, tu vas me couper, Pauline, si je te raconte des bêtises. Il est souvent intéressé. Il a le droit d'être intéressé, le lanceur d'alerte, c'est ça ? Voilà. C'est ça. Parce que très souvent, les lanceurs d'alerte, ils sont partie prenante. Donc, ils ont une expérience professionnelle dans le milieu où ils lancent l'alerte. Souvent, ils ont des griefs avec leur ancien employeur et qu'ils ont pu quitter en mauvais termes pour des raisons tout à fait personnelles. Et ils peuvent, par esprit de vengeance, décider de lancer l'alerte, mais ça va servir quand même l'intérêt général. Et dans l'alerte, il y a souvent des considérations personnelles et des considérations d'intérêt général qui se mêlent, voire même parfois le lanceur d'alerte, et là c'est un exemple que je voulais vous montrer, un peu flou, je vais vous le lire, c'est un exemple de capture d'écran qui avait été fourni par Mark McGain, qui avait quand même fait preuve d'une transparence assez remarquable à l'égard de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les Uber Files, puisqu'il a accepté de fournir tous les documents qui ont été publiés ensuite dans le rapport d'enquête de l'Assemblée nationale, tous les documents qu'il avait fournis à la presse.
Ça, c'est un exemple d'échange SMS qu'il avait eu avec ses collègues en France en 2015, où il a un collègue, Thibaut Saint-Phal, qui l'informe « Hi guys, salut les gars, il y a un contrôle de l'URSSAF en cours maintenant dans nos bureaux, je vous tiens au courant, à plus, on s'appelle ». Et Mark McGahn répond « Est-ce qu'on a appuyé sur le kill switch ?» le kill switch, le bouton de la mort en mauvais français, qui est un système que Uber avait déployé pour effacer en cas de contrôle tous les documents potentiellement compromettants qui pouvaient être saisis par les enquêteurs. Donc, lanceur d'alerte, il peut être tout à fait la partie prenante des éléments qu'il dénonce, et c'est pas un problème du tout. On peut être lanceur d'alerte et avoir pris parti aux éléments qu'on dénonce, et ensuite lancer l'alerte parce qu'on est pris de remords plus tard. C'est quand même quelque chose qui est assez courant, et heureusement on peut être quand même protégé par le droit de protection de lanceur d'alerte. Ça, c'est des exemples d'SMS qui avaient été envoyés par Mark McGahn à Emmanuel Macron. C'est assez marrant. En gros, et là aussi, il a fourni ça sans aucun problème à la commission d'enquête. Oui, il insiste beaucoup auprès d'Emmanuel Macron parce qu'il est convaincu que à l'époque, en 2016, quand Emmanuel Macron fait campagne pour la première fois, que son programme est le bon. Il est convaincu, il veut absolument l'aider, même après avoir quitté ses fonctions de lobbyiste chez Uber. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce quand il a été auditionné, ça va illustrer mon deuxième point, quand il a été auditionné par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, Mark McGahn, il a bien dit que lui, il n'avait rien à reprocher directement à Emmanuel Macron. Il partageait à l'époque la même conception de l'intérêt général, à savoir qu'il fallait fluidifier, selon eux, le marché du travail, fluidifier les contrats de travail pour créer plus d'emplois. Et souvent, on va le voir, la question de la création d'emplois, elle est au centre des arguments qui sont déployés de façon sincère ou pas par les lobbies économiques pour faire porter leurs propositions dans la loi et dans la décision publique. Et c'est aussi ce que ça illustre, à mon sens, les Uber Files, et pourquoi c'est important aussi d'avoir ce droit protecteur des lanceurs d'alerte, ce droit d'encadrement du lobbying pour faire en sorte que le lobbying soit transparent, et ce droit qui encadre aussi les mobilités publiques-privées. Là, c'est un exemple d'un email qui avait été envoyé par la conseillère qui est devenue députée maintenant, Astrid Panossian, qui était conseillère auprès d'Emmanuel Macron au cabinet du ministre de l'économie à l'époque, où on voit bien que c'est la conseillère elle-même qui sollicite. Là, elle lui dit, comme je l'ai mentionné durant notre rendez-vous, puisqu'il venait d'avoir rendez-vous avec les lobbyistes d'Uber, nous sommes très intéressés pour obtenir un papier de position qui résume vos attentes réglementaires, votre potentiel de création d'emplois et votre impact sur les coûts de transport. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre que parfois, c'est les responsables publics qui vont aller démarcher eux-mêmes les lobbies économiques pour avoir des propositions clés en main. Et que parfois, ça arrive, les lobbies économiques aussi peuvent contribuer, selon si on a une certaine conception d'intérêt général, à la construction de l'intérêt général. Là, c'est un exemple de lobbying que moi aussi je pratique, c'est l'envoi d'une proposition clé en main aux responsables publics. Donc là, à gauche, vous avez le code des transports tel que Uber voulait le rédiger à l'époque. Ils ont fait une proposition de code sur mesure selon leurs souhaits. Et à droite, vous avez le commentaire ligne à ligne de la direction des transports de Bercy, qui explique au ministre, là, ils ont raison, là, ça ne nous semble pas très opportun. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique et malheureusement qui n'est pas rendu systématiquement transparent. Et c'est là qu'on a un gros axe de plaidoyer à Transparency International France. On n'a pas forcément de souci avec le fait que des intérêts économiques fassent du lobbying, interviennent auprès des responsables publics pour proposer leurs souhaits, mais on aimerait que ces contributions soient transparentes. Là, en l'occurrence, il a fallu qu'il y ait un lanceur d'alerte qui, plusieurs années après, se décide à révéler ces documents qui, selon nous, ont vocation à être tout le temps publics pour qu'on puisse les consulter. Alors, depuis 2016, on a heureusement une loi qui impose la transparence au lobby. Malheureusement, cette loi, elle est je ne vais pas aller dans les détails, mais elle est très lacunaire, puisque là, vous avez un exemple de déclaration de lobbying qu'avait fait Uber pour cette action et que je vous ai montré. Donc là, c'est un extrait d'un document qui faisait une dizaine de pages. Je ne vous ai pas tout mis, heureusement. Ce document, il est résumé, il a été déclaré de façon publique par Uber dans cette déclaration, où ils ont juste déclaré sommairement.
On a fait du lobbying en 2021. L'objet, c'était d'encourager l'adoption d'un cadre législatif et réglementaire sur la relation plateforme-travailleurs indépendants, entre parenthèses, dialogue social. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit ? Moi non plus. Voilà. En fait, de quoi il s'agissait, tout simplement, derrière cet intitulé très vague que, dans le cadre actuel légal, les lobbies ont le droit de rester très vagues comme ça. En réalité, ça désignait cette action où ils avaient carrément fourni un code des transports sur mesure à Bercy. Et là, dernier point pour conclure ce cas des Uber Files. Je dis souvent que le lobbying, en fait, il ne faut pas s'imaginer que c'est un grand complot, un grand complot des élites économiques et politiques qui discutent ensemble au Forum économique à Davos, ensuite en Suisse tous les ans, pour arranger leurs intérêts privés au détriment de la grande masse et du peuple avec un grand P majuscule. Alors je dis souvent ça, mais parfois on tombe sur des trucs qui nous font penser le contraire. Malheureusement, là c'est un extrait d'un SMS qu'avait envoyé Emmanuel Macron à l'époque à Mark Maguen, donc le lobbyiste lanceur d'alerte des Uber Files, où il répond « Oui, vous voyez mon directeur de cabinet, j'ai longuement parlé à Travis Scott, donc non, ça c'est un rappeur, Travis, j'ai oublié le PDG de Uber à l'époque. J'ai longuement parlé à Travis à Davos, il faut avancer sur des propositions pratiques de sortie. » Donc là, en l'occurrence, Emmanuel Macron, en tant que ministre de l'économie, avait croisé le PDG de Uber au Forum économique de Davos, et ils avaient convenu de mettre en place des réformes réglementaires qui étaient dans les intérêts de Uber. Alors, qu'est-ce que ça illustre, ce grand cas des Uber Files ? Là, je suis resté vraiment pour être très concret sur des exemples très précis, mais bon, plus généralement, qu'est-ce que ça illustre ? Ça illustre que le lobbying, là, ce que je vous ai montré sur Uber, c'est des interactions qui sont assez banales. Tous les jours, il y a ce type d'interactions qui ont lieu entre des industriels et les différents ministères en France, au niveau de la Commission européenne. Les spécialistes du lobbying, quand ils ont vu les Uber Files, ils n'ont pas été surpris. Ils ont dit, bah oui, nous on fait ça tous les jours, c'est quoi le problème ? Alors, premier problème, il ne faut pas non plus banaliser des choses qui choquent le grand public à juste titre, mais il ne faut pas non plus penser qu'il faut interdire de façon totale le lobbying, puisque alors là je reste en tant que Charles Plaidoyer à Transparency, je reste en position neutre, même si j'ai une opinion en tant que citoyen. On peut légitimement penser que l'intérêt général, c'est détruire le code du travail pour le remplacer par une myriade de travailleurs indépendants, chauffeurs Uber, qui vont travailler en auto-entrepreneur, que ça va créer plus d'emplois, que le code du travail, c'est un carcan, qu'il faut le détruire. Bon. Et si l'important, c'est de créer des emplois, quelle que soit leur qualité, après tout, Uber, dans cette position-là, Emmanuel Macron et le parti qui était derrière lui, ils étaient persuadés de servir l'intérêt général à l'époque en menant ces réformes, et Uber contribuait à l'intérêt général. Bon, c'est une façon de voir les choses. Je ne vous dis pas si je la partage ou pas. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est qu'on puisse se rendre compte comment sont passées ces réformes. Et là, à l'époque, avec les Uber Files, on a bien vu que les révélations d'un lanceur d'alerte, elles ont été nécessaires pour comprendre ce qui se passait dans les coulisses de la décision publique. Maintenant, donc, on a eu l'occasion de défendre tout ça auprès de la commission d'enquête qui nous avait auditionné à l'époque. Maintenant, je vais revenir sur deux autres... combien de temps il me reste ? Ok, très bien. Je vais revenir sur deux exemples plus récents qui sont à la lisière entre le travail de plaidoyer, le lancement d'alerte au sens très large, et le contentieux, même si c'est pas du contentieux pénal, désolé, c'est du contentieux déontologique, ce qui fait beaucoup rire Pauline à chaque fois, parce qu'elle trouve que le contentieux déontologique, ça ne sert à rien. Je suis persuadé du contraire. Mais bon, je vais vous donner un exemple. Donc en début 2023, il y a une journaliste qui travaille pour un média local normand, qui s'appelle Le Poulpe, très bon média local, d'enquête, qui est revenu sur un épisode qui s'était déroulé en 2019. Donc en 2019, la loi Egalim était examinée à l'Assemblée nationale et au Sénat, et les députés avaient fait voter une interdiction de production de certaines substances pesticides en France. Ils avaient fait interdire en gros de production les substances, les pesticides qui étaient interdites d'usage
en France déjà. Et en gros, ce qui se passait avant 2019, c'est qu'il y a des industriels, Bayer, Monsanto, on les connaît, BASF, qui avaient le droit de produire en France des substances qu'on considérait comme trop dangereuses pour les utiliser en France, mais qu'on pouvait quand même exporter à l'étranger. Ce qui était quand même assez hypocrite quand on y réfléchit. Donc, les parlementaires se sont dit c'est trop hypocrite, on va l'interdire complètement, on ne peut pas s'autoriser à exporter des produits qu'on considère pour nous-mêmes trop dangereux. Le lobby des pesticides, donc, qui s'appelle FITEIS, non, à l'époque il s'appelait l'Union des industries pour la protection des plantes. Je n'invente rien, c'est vrai. L'UIPP, ils avaient crié au scandale en disant, vous vous rendez compte, si cette interdiction elle rentre en vigueur, on va devoir supprimer 2700 emplois directs et 1000 emplois indirects. Chantage à l'emploi, donc dans mes cours de lobbying, il y a 5 ans quand j'étais encore étudiant, on nous disait toujours, alors attention, le chantage à l'emploi, quand vous êtes lobbyiste, c'est un argument très puissant, mais il faut l'utiliser avec parcimonie parce que ça peut se retourner contre vous. C'est vraiment... Le responsable public, il peut le prendre comme une tentative de créer un rapport de force. C'est un peu violent. Ça veut dire que vous menacez de licencier des gens. Mais malheureusement, c'est très efficace. Et aujourd'hui, il y a bon nombre de réglementations environnementales, climatiques, qui sont détricotées justement sur la base de chantage à l'emploi. C'est extrêmement efficace, bien plus efficace que des valises de billets, des menaces sur des personnes physiques qui arrivent parfois, vous l'avez évoqué, ça arrive parfois, mais au niveau global, systémique, ce qui marche le mieux, ça va être ce genre de chantage économique où on arbitre entre un intérêt de court terme des emplois et un intérêt de long terme, sauver la planète. Bref, je reviens à mes moutons. FITEIS utilise cet argument et ça marche puisqu'ils arrivent à faire passer un amendement qui revient sur cette interdiction de production de certains pesticides. Mais heureusement, c'est censuré par le Conseil constitutionnel et ça ne rentre pas en vigueur. L'exemption d'interdiction ne rentre pas en vigueur. Donc l'interdiction rentre en vigueur en 2021. Et qu'est-ce qui se passe ? Les industries que FITEIS présentait comme menacées ne suppriment aucun emploi, voire même certaines usines, elles ont créé. Une journaliste qui montre tout ça, donc je reviens là-dessus. Sauf que vous pouvez vous dire c'est pas bien, ils ont menti, moralement c'est pas bien, on s'arrête là, c'est comme ça arrive tous les jours. Sauf que donc là c'est intéressant parce que là on voit que c'est la presse qui joue un peu un rôle de lancement d'alerte, mais pas directement. Ils synthétisent les témoignages qu'ils ont recueillis de syndicalistes, d'employés des usines qui étaient présentés comme menacés. Sauf que quand vous êtes lobbyiste, vous n'avez pas le droit de raconter tout et n'importe quoi depuis 2016. Il y a un code d'éthique des lobbies. Aujourd'hui, il faut être lobbyiste. On peut être lobbyiste, mais il faut le faire avec éthique. Et notamment, vous n'avez pas le droit, c'est souligné, de diffuser à vos interlocuteurs du côté public des informations volontairement incomplètes, inexactes ou destinées à les induire en erreur. Parce que le seul intérêt des lobbies, c'est qu'ils peuvent fournir une expertise que les responsables publics n'ont pas, ce qui est d'ailleurs potentiellement problématique. C'est qu'il y a parfois une perte d'expertise de la sphère publique. S'ils racontent n'importe quoi et qu'ils n'apportent pas d'expertise, on peut se demander s'ils sont vraiment aptes et légitimes à participer au débat public. Donc, nous, ce qu'on a fait en tant qu'ONG à Transparency avec 3 autres ONG environnementales, les Amis de la Terre, Foodwatch et l'Institut Veblen, c'est qu'on a fait un signalement aux déontologues du Sénat et de l'Assemblée nationale et à la HATVP aussi, en disant regardez, il faut une sanction, ils n'ont pas respecté leur code de déontologie, il y a des sanctions qui sont prévues. Alors, ce qui a été très rigolo déjà, c'est que on voit bien que sur ces sujets de lancement d'alerte, l'intérêt, c'est vraiment la publicité, la transparence, puisque ça force en fait des acteurs à se justifier. Dans les grands groupes économiques, souvent la meilleure communication, c'est l'absence de communication. Moins vous parlez, moins vous pourrez faire d'erreurs et moins vous pourrez vous faire attaquer. Et donc tout le jeu, quand vous défendez les intérêts non économiques, c'est de forcer ces grands industriels à devoir se justifier, à prendre la parole pour ensuite exposer parfois la faiblesse de leurs arguments. Ça a été le cas de FITEIS. Donc, en réponse au signalement qu'on avait rendu public et qui avait bien marché dans les médias, ils ont dû faire un communiqué de presse un peu désespéré, un peu rapide, alors où ils expliquent que ce chiffre des 2700 emplois, ils l'ont calculé avec une méthodologie, je cite, c'est un exercice complexe qui prend en compte la dynamique des marchés et la réduction, la suppression des exportations, diminution des volumes produits. Donc,
waouh, ça a l'air très compliqué. Dites-nous en plus sur la méthodologie. Donc, les sénateurs sont allés les voir, leur dire ah super. Dites-nous en plus, parce que nous, quand même, vous nous savez rouler dans la farine, peut-être. On aimerait en savoir plus sur les gens qui nous présentent des arguments, parce que sinon, nous, on peut plus écouter les représentants d'intérêt. Alors, ils ont été forcés de répondre en réponse aux sénateurs Fitéis, et ils ont expliqué que leur méthodologie complexe de calcul des emplois indirects consistait à faire un coefficient de 0,3 sorti du chapeau entre les 2700 emplois directs et du coup, 2700 divisé par 3, ça fait 700-800 environ, et ils ont arrondi au millier supérieur parce que pourquoi pas. Donc, ok, super. Et deuxième élément, ça c'est aussi assez drôle avec la publicité qui est rendue possible par l'alerte, le travail des journalistes et des ONG, c'est que ça force à des arguments complètement contradictoires. Donc, dans la réponse que le lobby des pesticides a adressée au Sénat, ils disent, en gros, ils disent oui, en fait, on avait 2800 emplois au total dans les usines de production de pesticides en France. Donc, les sénateurs disent attendez, les substances qu'on va interdire, elles constituent pas 95% de votre production. Vous n'avez pas supprimé 95% des emplois dans la totalité de vos usines. C'est quand même un peu démesuré. Dites-nous la part économique des substances qui vont être interdites à la production pour qu'on puisse calculer le ratio et qu'on voit si votre chiffre était crédible. Et là, le lobby dit « Ah non, on n'a pas ces infos parce que c'est le secret des affaires et on ne peut pas le demander à nos membres. » Donc, comme les sénateurs le relèvent avec un langage assez poli et tout à fait discret, mais néanmoins assez ravageur, cet argument soulève une difficulté de fond. Le lobby communique aux sénateurs une évaluation globale des emplois menacés, alors qu'il n'est pas dans la capacité de disposer des données sous-jacentes. Bref. Finalement, ils ont été mis en demeure, sanctionnés par le Sénat et l'Assemblée nationale pour avoir menti sur leur lobbying. Donc, ça a été pas mal relayé par la presse. Alors, c'est vrai que Pauline me dit oui, mais il n'y a pas de sanction de prison, il n'y a pas de peine d'amende, c'est nul, tes contentieux déontologiques, ça sert à rien. Je dis non. Je dis non. Il n'y a pas de sanction. La mise en demeure, c'est c'est juste du name and shame. Mais bon, quand on a affaire à ce genre de structure, finalement, payer une dizaine, une centaine, 1 million d'euros d'amende, c'est pas grand-chose pour eux. Par contre, leur bien le plus précieux, quand votre métier en tant que lobby, c'est de discuter tous les jours avec les responsables publics, votre bien le plus précieux, c'est votre crédibilité. Si vous n'êtes pas crédible, vous êtes mort. Un lobby qui n'est pas crédible, c'est un lobby qui fait passer aucun amendement, c'est un lobby qui n'est pas efficace. Donc pour moi, leur bien le plus précieux, c'est leur crédibilité. En faisant du name and shame comme ça marche. C'est pour ça que je pense que, on est d'accord, c'est important que l'alerte soit publique autant que possible, sans mettre en danger, en évitant de mettre en danger évidemment les lanceurs d'alerte. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avoir de l'impact et qu'on peut défendre l'intérêt général, en tout cas la conception qu'on a de l'intérêt général.